Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Avant tout, est-ce que tu peux pitcher Virtual World 2.0 pour les personnes qui nous écoutent? De quoi parle ton roman et ton actualité finalement? Ça parle de la découverte du cadavre d'une jeune fille dans une maison assez riche dans un quartier huppé de Seattle. Le cadavre de la jeune fille est retrouvé après une teuf d'enfer organisée par le fils de la maison, puisque ses parents étaient absents. Et lorsque la police arrive sur les lieux, elle constate, lorsque le coroner arrive ou le médecin légiste débarque, après autopsie, on se rend compte que la jeune fille a été tuée par des morsures de requin. Sachant que la maison se trouve à vol d'oiseau à près de une vingtaine de kilomètres de la côte, on peut comprendre que le policier qui est sur l'enquête va commencer à s'interroger. Comment est-ce possible? Et cette enquête se déroule sur fond d'ouverture d'un parc d'attractions virtuelles qui s'intitule Virtual World d'ailleurs, parce que c'est le titre du roman. Un parc que l'on peut visiter de chez soi, simplement en coiffant un casque de réalité virtuelle. Ça, c'est relativement courant. Mais ce qui est assez original, c'est qu'on s'injecte également une série de nanorobots qui, sous la peau du visiteur, permet de ressentir toutes les sensations, sensorielles, les sensations olfactives, etc., liées à la visite de ce parc virtuel. Et donc en parallèle, on suit à la fois les déboires des codeurs qui sont en train de galoper pour que l'ouverture du parc se déroule le mieux possible, et l'enquête du policier qui cherche à savoir comment cette jeune fille a pu être dévorée par un requin au premier étage d'une maison bourgeoise. Voilà. Fin du pitch. Fin du pitch. Mais on dirait que tu as fait ça toute ta vie, je suis impressionné. Tu as vu, j'ai mis la couverture qui est vraiment très très chouette. J'aurais mis un requin, moi, étrangement. Mais bon, c'est un livre qui a une histoire un peu particulière hein, pour toi, mais je vais te laisser évidemment la raconter. À savoir que c'est ton premier roman. Il date, si je me trompe pas, de 1997. Et donc, je voulais en 2 mots hein, que tu nous expliques un peu d'où venait ce livre, parce que c'était pas hier, et savoir d'où ou de qui vient ton désir de remettre Virtual World 2.0 sur le métier. Pourquoi maintenant? Je me posais cette question-là. Ouais. Effectivement, c'est 1997, donc je travaillais à l'époque pour les éditions Claude Lefranc, à la fois comme auteur pour une revue qui s'appelle Phoenix, qui a été créée par Marc Bailly et qui était une revue sur le fantastique, l'imaginaire en général. J'écrivais des articles. Je travaillais aussi comme traducteur pour les éditions Claude Lefranc. Et un jour, en allant déposer une traduction, Claude Lefranc m'a dit tiens, on ouvre des collections et on va publier des romans inédits. Est-ce que tu n'as pas une idée? Et donc, j'avais cette idée de Virtual World dans le fond de la tête. Je lui ai proposé, j'ai proposé deux chapitres test. Et donc, en 1997, ça a été mon premier roman publié. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai publié d'autres choses, plein de choses, etc. Et puis, je crois que c'est il y a 3 ans déjà, parce que le temps passe tellement vite. C'est des éditions Multivers qui n'existent plus maintenant et qui proposaient des rééditions digitales de romans, sont venus vers moi avec cette possibilité de republier Virtual World, puisque j'en avais récupéré les droits. Et en le relisant, alors je me suis rendu compte de l'aspect un peu obsolète de ce genre de roman qui est basé sur de la technologie imaginée en 1997 avec un tout petit peu de prospective, je dirais. Et là, je me suis dit, non, si je dois le republier, c'est pas possible. Il faut que je revoie plein de choses par rapport à la technologie, par rapport... Et donc, je me suis rendu compte que l'histoire tenait encore bien la route et qu'une belle petite mise à jour technologique, un upgrade, comme on dit dans le milieu, était nécessaire. Et donc, ça a d'abord été republié une première fois chez Multivers. Je me suis servi de cette version pour faire un tout petit tirage pour le boulevard du Polar, dont j'ai parlé tout à l'heure, où j'ai passé une partie du week-end avec Patrick Delperdange. Et voilà, ça c'était resté là. Et puis alors j'ai été mis en contact à nouveau par Marc Bailly, Le Monde est petit,
et certaines personnes me sont proches, avec les éditions Évidence Éditions, pour lesquelles j'ai publié mon premier recueil de nouvelles, il y a à peu près 4 ou 5 mois maintenant, donc Mémoire vivace, qui est d'ailleurs finaliste à la fois du prix Bob Moran et du prix Masterton. Ce recueil de nouvelles. Les nouvelles, c'est pas d'habitude, c'est pas ce que j'écris le plus couramment, mais bon voilà, je suis très content de ces deux prix potentiels. Et puis alors, ils m'ont demandé si j'avais d'autres. Je me suis dit, je pense que Virtual World 2.0 pourrait avoir une vie, ou en tous les cas avait le droit d'être remis en avant par un éditeur classique. Et c'est comme ça que Virtual World 2.0 a vu le jour. Et en quoi consiste la mise à jour que tu as voulu faire, l'upgrade? Quels sont les points sur lesquels tu souhaitais travailler ou que tu Bah, souhaitais revoir, et sans spoiler évidemment, parce que j'ai envie de le lire. Donc, ouais, non, je ne vais pas spoiler. Bah, déjà, il y a il y a toute une réflexion sur la capacité des ordinateurs, tout bêtement. En 1997, les ordinateurs les plus puissants, c'est les ordinateurs de l'armée, etc. Ils étaient 10, 15, 20, 50 fois, 500 fois moins puissants que ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre téléphone portable, on a ce qui était dans... Voilà, les Commodore sont éternels, effectivement, mais un Commodore 64, enfin, on peut imaginer, aujourd'hui, un Commodore 64 est l'entièreté de sa ludothèque tient dans un téléphone portable. Donc il y avait déjà ça, il y avait cette mise à jour par rapport à la puissance des ordinateurs, à la taille des disques durs, des choses comme ça. Je voulais aussi, et j'ai aussi fait une mise à jour au niveau de la technologie qui permettait la réalité virtuelle, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez de, je pense que c'est un film inspiré de Michael Crichton, Harcèlement, je pense, avec Michael Douglas. Et il utilise effectivement un tapis de réalité virtuelle où il a un casque et où il marche sur un tapis pour se donner l'impression de se déplacer. Et dans la première version de Virtual World, ben, c'était ça. On était suspendu dans un harnais avec un tapis de sol, etc. Aujourd'hui, euh, d'abord, ben, on n'imaginerait plus une technologie de ce type-là. Et j'ai fait un bond en avant avec la technologie des nanotechnologies, ces petits robots en carbone qui pourront dans le futur peut-être nous réparer, mais aussi nous faire sentir des choses sous la peau, etc. Et voilà, principalement, ce type de mise à jour que j'ai mené à travers le roman. Présence du téléphone portable aussi, renforcée parce que ben, forcément en 1997 le téléphone portable c'est pas du tout celui qui est là. On me demande si ça te pousse à faire des modifs aussi sur l'histoire et sur certaines interactions des dialogues. Bien sûr. En fait, quand j'ai relu, j'ai modifié énormément de choses, j'ai modifié énormément de répliques. Il y avait aussi des mises à jour par rapport à l'âge des personnages, par rapport à des références culturelles. 1997-2020, les références culturelles sont plus tout à fait les mêmes. Donc voilà, oui, forcément, c'est une refonte complète du roman. Il n'y a plus que le squelette, la structure qui reste la même. est-ce que c'est compliqué de faire les recherches et d'écrire sur des aspects technologiques, vu que tu les as mis à jour? Quelle est ta marge de liberté aussi? C'est-à-dire, est-ce que tu veux coller vraiment à ce qui existe en 2020, ou est-ce que tu imagines des choses qui n'existent pas encore, ou est-ce qu'il y a des choses où tu n'as pas eu les réponses, alors tu fais ce qu'on fait tous, hein, tu imagines une partie en prenant une partie de réel? Comment ça se passe sur de la technologie? C'est plutôt ça, quand je prends l'exemple des nanotechnologies, des robots, etc., des robots en carbone et des choses pareilles, j'ai poussé le curseur un peu plus loin que ce que j'ai pu lire, parce qu'on sait très bien qu'au niveau du contrôle, etc., on sait pas tout à fait comment ça va fonctionner, les fluides dans lesquels, entre autres, ces nanorobots doivent se déplacer. J'ai entre guillemets la chance d'avoir un fils qui termine des études d'ingénieur dans la mécanique des fluides, et il m'expliquait que ce sera le défi des années futures, c'est de créer des fluides qui peuvent survivre, entre guillemets, dans le corps humain sans effet secondaire pour déplacer ces nanorobots. Parce que bon, quand on regarde des films ou quoi, on a l'impression qu'on nous injecte un nanorobot qui va se promener dans notre corps. Et bien sûr que non, notre corps réagit, il va se battre contre ces éléments extérieurs, etc. Donc tout ça, j'ai poussé un peu plus loin, forcément, parce que j'avais pas les réponses, et parce que je me dis toujours que, je sais Stephen King qui le dit régulièrement, tout ce qui est juste, c'est quelqu'un qui m'a donné l'info. Les trucs de travers et les erreurs, elles sont de moi. Donc j'assume totalement.
Alors c'est vrai, Marine, qu'il n'y a pas toujours besoin d'une nouvelle version pour relire un livre. Le problème de Virtual World, c'est que pour avoir Virtual World tel qu'il a existé en 1997, c'est quasi impossible. Ou alors sur des brocantes, ou alors en seconde main, parce qu'il n'y a pas eu de version poche, et la maison d'édition n'existe plus. Donc, et John, alors est-ce vraiment une réédition ou plutôt la sortie d'un nouveau bouquin? Moi, je crois plutôt que c'est une réédition, parce qu'il faut être honnête, il n'y a pas de méga surprise. À la fin, il n'y a pas, je sais pas moi, Staline qui descend dans un ballon dirigeable en acier et qui vient sauver la situation. Non, non, pas du tout. C'est quand même la même histoire et le même déroulé que le premier Virtual World. Et alors, tu parlais de toute une série d'aspects technologiques, nanorobots, etc. Est-ce Mhm. que comment tu travailles la vulgarisation de tous ces aspects-là? Parce que je pense dans la salle, et moi le premier, il y a toutes Ouais. des choses qu'on ne connaît pas, et tu peux difficilement te permettre de perdre tes lecteurs, à moins de parler à Ouais. vraiment des experts qui connaissent Big Bang Theory par cœur. Oui, je suis pas très loin de ça. Mais voilà, comment tu travailles cette vulgarisation-là pour rendre ça tout public, ou est-ce que tu ne cherches pas du tout à ce que ce soit tout public et Euh, tu travailles vraiment sur autrement? Bah, il y a deux possibilités. D'abord, moi j'essaye toujours que ce que j'écris soit entraînant et qu'on ait envie d'avancer dans le bouquin. Donc les longues explications, les tunnels d'explications très technologiques ou très techniques, ça c'est pas mon truc. Donc je vais pas tout à coup m'exciter pour pouvoir me dire oh putain là j'ai trouvé un truc que je vais expliquer, ça va faire 15 pages, mais tant pis, c'est vraiment trop bien. Parce que je me dis que c'est une réaction de geek. Et d'autre part, il y a toujours ce que j'appelle la bêta lecture, euh, que j'utilisais pas des masses avant et que j'ai davantage utilisé avec mon alter ego auteur de polar ésotérique. Donc Christophe Collins écrit des polars ésotériques. Et j'avais toujours très peur par rapport à cet ésotérisme d'aller trop loin dans le mystico-gazeux. Et donc, je m'étais réservé 2 ou 3 bêta lecteurs et lectrices qui n'étaient pas du tout branchés ésotérisme, franc-maçonnerie, tous ces trucs-là. Et donc, je leur faisais lire pour être sûr que tout se passe le mieux possible. Et ici, avec Virtual, bah, c'est vrai que j'ai filé quelques pages à gauche et à droite en disant, tiens, est-ce que ça te paraît chouette? Est-ce que t'accroches? Et les réponses étaient oui ou non, là tu jargonnes. Et quand je jargonne, mais c'est pareil quand j'adore les références à la culture populaire, les clins d'œil au cinéma des années 80, 90, etc. J'essaie quand même toujours aussi de faire très très gaffe, de pas tomber dans le truc autoréférentiel, le petit détail sur la couleur des cheveux d'un personnage d'arrière-plan, qui moi me fait beaucoup rire, mais qui va pas du tout parler au lecteur. Donc ça c'est un équilibre à trouver. Et parfois je me loupe et je fais un passage chiant ou je fais une référence qui me fait rire moi tout seul devant mon écran et qui fera rire personne d'autre et qui passe quand même dans le bouquin. Voilà. C'est les risques du métier, cher monsieur. Ce n'est pas à vous que je dois le dire. C'est un fait. Je rebondis sur la question de John, mais pourquoi ne pas avoir fait une suite plutôt qu'une nouvelle version? Disons que tu disais dans le pitch, on parle d'un parc. Pourquoi ne pas imaginer ce parc des années plus tard et de finalement faire un 3.0 ou une suite? Ouais. Est-ce que tu y as pensé ou pas du tout? Non, j'ai pas du tout pensé parce que je suis pas très suite. L'idée de revisiter mon bouquin, je trouvais ça intéressant, mais l'idée de revisiter le même univers en faisant une suite, voilà, je suis pas. À part ma série de polars et à part mes 2 polars noirs, donc 35 mm et la Matrice des Ténèbres, qui utilisent les mêmes personnages, euh, généralement je fais des bouquins qui sont indépendants les uns des autres, tu vois, parce que j'aime bien explorer des univers différents. Puis en parallèle, le fait d'avoir travaillé pas mal sur Bob Moran et de continuer à travailler sur Bob Moran fait que j'ai ça aussi comme univers récurrent. Euh, voilà, 2 magnifiques couvertures, merci beaucoup. Là aussi, je ne sais pas dans quelle mesure il y a encore moyen de trouver ces deux bouquins. Euh, Ah bah, puisque si là on aussi, cambriole mon appartement, il y a moyen. Mais je préférais que ça n'arrive pas. voilà.
Parce que là aussi, les droits me sont revenus puisque la maison a cessé ou va cesser de fonctionner. On est plus dans le thriller, hein, beaucoup de références Là, tout à cinéma. fait. Et Ouais, ouais. est-ce que ceux-là, tu pourrais les retravailler, les ressortir, vu qu'ils sont plus éventuellement plus disponibles d'après ce que tu disais? Il y, a- il y Ou pas? avait, il y avait une demande qui m'a été faite, on en a parlé pas mal avec Michael Sconians, chez qui tu vas d'ailleurs, je pense, republier en poche, c'est dans la boîte, Oui, si je ne m'abuse. exact. Et on a évoqué l'idée de reprendre 35 mm aussi en poche. Mais le problème, c'est avec le Covid, ça a foutu un fameux bordel chez tout le monde. Et donc là, pour l'instant, ben, moi, j'avance sur d'autres projets et je vais voir. Peut-être, oui, parce qu'encore une fois, c'est des bouquins qui ont touché un certain public, qui, moi, me tiennent à cœur, comme tous les bouquins que j'écris. Et donc, pouvoir les rendre à nouveau disponibles d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je crois qu'un bouquin, c'est pas comme un film. Enfin, c'est chouette que les bouquins soient disponibles. Moi, ce qui m'énerve parfois quand on travaille avec des plus petits éditeurs, et je peux comprendre, ils apparaissent, ils disparaissent, les situations font ce qu'elles sont, et ça m'énerve parfois que certains textes ne sont plus, hélas, disponibles pour le public. Alors, pour revenir à Virtual World, on pourrait dire que certains romans sont rattrapés par la réalité. Est-ce que tu penses que les thrillers technologiques ont d'office une obsolescence programmée? Euh, je sais pas s'ils ont une obsolescence programmée, je crois qu'il y a un peu les deux. Tu as des thrillers technologiques qui ont une obsolescence programmée parce que on sait jamais très bien dans quelle direction le vent va tourner par rapport à la science, à la technologie, etc. Maintenant, je crois qu'il y en a d'autres qui n'ont pas d'obsolescence programmée, mais qui ne se réaliseront jamais. L'archétype, évidemment, du thriller technologique, qui est celui qui a démarré, je dirais, la vague, c'est forcément Jurassic Park. En tous les cas, pour le grand public, c'est Jurassic Park de Michael Crichton, même s'il avait fait d'autres trucs avant, mais Jurassic Park, on sait très bien que ça n'arrivera jamais. Aujourd'hui, enfin, jamais, probablement pas de mon vivant, mais on va dire ça comme ça. Et cette idée de pouvoir recréer des créatures vivantes à partir de l'ADN et des choses comme ça, encore théoriquement, c'est possible, mais pratiquement, j'ai de doutes que quelqu'un mette autant d'argent pour créer ce genre de choses. Maintenant, là aussi, je peux peut-être me tromper, mais effectivement, je crois qu'il y a des thrillers technologiques qui vont vieillir moins bien que d'autres. On les citait tous, parce que finalement, quand on réfléchit, de la Terre à la Lune de Jules Verne, c'est un thriller, c'est un techno-thriller, quelque part. À l'époque où il l'écrit, il imagine, et aujourd'hui, ben, il a vieilli. On n'envoie pas des capsules en l'air dans un canon, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a toujours une difficulté dans le techno-thriller et dans le thriller ou dans la prospective scientifique, il y a toujours la difficulté de jouer sur le et ici, et puis après, point d'interrogation. Pour revenir toujours sur notre petite question qui déboîte, d'après toi, est-ce que l'obsolescence dont tu parlais vise uniquement le côté techno-thriller ou pas forcément, ou pas que? Pas que, je veux dire, il y a une obsolescence dans, je sais pas moi, les thrillers politiques. Ça aussi, c'est très difficile d'imaginer parfois comment les choses vont tourner pour un thriller politique. Et puis pouf, tu vas taper à côté. Maintenant, je sais pas s'il y a vraiment une obsolescence des bouquins. On peut toujours les relire en imaginant qu'ils ont été écrits à une certaine époque. Maintenant, ce que je crois qu'il peut y avoir aussi pour certains, c'est une obsolescence de l'écriture. Au sens où on n'écrit pas toujours, on n'écrit plus, l'écriture a énormément évolué avec le temps. Et je dois bien t'avouer que parfois, relire certains bouquins qui datent d'un certain nombre d'années, je dis waouh, la vache. Et à l'inverse, par exemple, moi j'aimais bien à l'époque où tu avais des bouquins qui faisaient 250, 200, 250 pages, à l'os, comme on dit, rapide, que ce soit du fantastique, que ce soit du polar, etc. Aujourd'hui, parfois, on voit les briques qui sortent ou cette nécessité d'avoir 350 ou 400 pages. Tu te dis, oh, il y a quelqu'un qui a oublié d'utiliser ses ciseaux. Ce serait vraiment bien quand même. Et donc, voilà, je ne sais pas s'il y a vraiment une obsolescence, je sais pas. Tu m'énerves à me poser des questions comme ça. Je Je te pas remercie. je suis pas un grand spécialiste de la littérature, je suis un petit écrivain. Tu sais, hein.
un Ouais, petit artiste, un vois. artisan. Oui, mais ce qui n'empêche pas d'avoir un bon avis. Et ce que tu disais me faisait penser à la philosophie dans le boudoir. C'est effectivement différent quand on le relit en Arrête 2020. de parler de boudoir, l'autre qui me parle de melon et de jambon, toi qui me parles de boudoir. Je vais avoir ma fringale de 10 heures, là. Vous êtes fous, quoi. Ça suffit. Il n'est pas encore l'heure. Moi, j'ai un dinosaurus qui Ouais. m'attend. Mais écoute, il reste quelques petites minutes dans le sablier pour notre question qui déboîte. Je me demandais Ouais. combien de temps est-ce que tu as pris pour retravailler ton histoire? Au 1000 niveau... ans. Bah oui. 1000 ans. Non. J'ai dû mettre à peu près un mois et demi à relire et à retravailler. À peu près. Ça doit être à peu près ça. Ok. Quels sont les pièges et les plaisirs quand on retravaille comme ça sur un texte? Alors, les pièges, c'est un peu comme quand George Lucas a revu Star Wars et qu'il a dit quand j'ai eu frotté un petit coin, c'est comme quand vous frottez une bagnole qui est pleine de poussière et que vous essayez de frotter un petit coin et que vous dites ah putain, je dois en refaire toute la carrosserie maintenant parce que ça se voit. Et donc ce qui me faisait peur, c'était d'en faire trop. Et par contre, ce qui était très chouette, c'était de voir finalement avec une espèce de non-modestie qu'à certains passages tenait encore vachement bien la route. Et je me suis dit, ah, ce gars, c'est un bon auteur quand même. Hein. J'aurais bien voulu le connaître en 1997 et lui dire, continue mon gars, c'était pas mal comme type. Mais dommage, à l'époque, je le connaissais pas, donc voilà. Et John demande justement, est-ce que tu as l'impression d'avoir travaillé pour rien à l'époque, puisque Euh, ça ressort aujourd'hui dans une nouvelle version? Effectivement, on travaillait pour pas grand-chose parce qu'on gagnait quand même pas énormément chez Claude Lefranc. Mais non, plus sérieusement, non, on travaille jamais pour rien. On n'écrit jamais pour rien. Même quand j'écris 10 pages et que le lendemain, en voyant, je me dis, puis j'étais bourré ou quoi, et que je recommence. C'est comme de dire à un athlète, même si ça peut être bizarre de moi me comparer à un athlète, mais c'est comme de dire à un athlète, vous trouvez pas que vous avez fait 3 tours de circuit pour rien là? Ben, non, je me suis entraîné, voilà. Je crois qu'on n'écrit jamais pour rien. Tu fais beaucoup de choses très diverses et variées, mais j'ai ma question philosophique du soir. Bonsoir, c'est est-ce que Ouais. ce serait fou d'imaginer un auteur qui écrirait inlassablement différentes versions d'un roman pendant toute sa carrière? Mais ça existe, il s'appelle Guillaume Musso. Mais Oui, je savais. non, mais tu savais que j'allais la sortir. Tu le savais bien que j'allais C'était sortir. ça ou Harlan Coben, j'ai hésité. Warren Coben, c'est là ou c'est l'autre de toute façon. Mais, mais attention, maintenant je comprends. Hein, Et je comprends le BHL, type qui a décroché. Je comprends le type qui a décroché la taballe, quoi. Et qui se dit, ben voilà, j'ai un public qui m'attend. Ils sont là, ils sont prêts. Euh, alors, je sais pas comment, à un moment donné, ils s'ennuient pas. Même si c'est ça qui m'énerve, c'est que à la fois on sait que c'est toujours pareil, mais c'est quand même bien fait. J'ai terminé j'ai lu le dernier Musso le week-end dernier en une soirée. Tu vois très bien où il va, mais c'est bien fait, quoi. Là, et c'est pareil avec Harlan Coben. J'ai lu son dernier en anglais là, et qui va sortir chez Belgique Loisirs, France Loisirs, je sais pas, le gamin dans les bois ou un truc comme ça. Euh, c'est super bien foutu, quoi. C'est particulièrement bien huilé. C'est un peu comme quand tu vas manger un Big Mac, tu sais bien que c'est tout le temps la même chose. Je conclurai simplement en vous disant lisez, faites lire, soyez curieux, lisez de tout. Ne soyez jamais condescendant avec la lecture. Prenez du plaisir à lire, prenez du plaisir à découvrir et surtout prenez du plaisir à partager vos coups de cœur ailleurs que simplement sur les réseaux sociaux, autour de vous, parlez-en, entrez dans les librairies, commandez des bouquins de gens qu'ils ne connaissent pas et faites un maximum pour que surtout Virtual World 2.0 devienne le best-seller de l'été. Voilà.